Mapenzi, chéri nanga, tu sais très bien nakutaka. Wewe, unanivanga, roho yangu iko fasta fasta. Hey, mapenzi mapesa, hauna unatesa. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e édition de MOCA en contexte sanitaire, comme vous le savez, avec le coronavirus. Donc c'est une édition digitale cette fois-ci. Et aujourd'hui, on va parler de la thématique Afrique anti-Europe, héritage partagé. Et nous avons 3 invités qui vont bien entendu intervenir autour de cette thématique. Nous allons commencer avec Maude Villaret. Bonjour. Bonjour, enchantée d'être parmi vous ce soir. Bonjour à toi. Nous allons continuer avec Taboué Ngouma. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Taboué Ngouma, je travaille pour l'UNESCO, je coordonne le projet de l'histoire générale de l'Afrique et maintenant je m'occupe du projet de la route de l'esclave et je suis ravi aussi de participer à cette 5e édition du MOCA. Bienvenue à toi. Et enfin, Dominique Tolio. Bonjour. Bonjour, je suis Dominique Tolio, musicien, animateur radio et aussi percussionniste. Très bien. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, nous allons débattre de la thématique de l'héritage culturel africain. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je voulais savoir pour vous, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce patrimoine culturel de l'Afrique? Qui veut intervenir? Maude. C'est une diversité, c'est une richesse universelle. C'est pléthore de savoir-faire à préserver et à transmettre. À transmettre à qui? La future génération, à la famille, aux amis? Pour toi, si tu veux transmettre ça à qui? De manière générale. Faire connaître, il y a énormément de savoir-faire qui sont malheureusement méconnus en fait. D'accord. Et toi, Taboué? Alors moi, ce qui m'intéresse dans l'idée de patrimoine culturel africain, c'est beaucoup lié à l'histoire de l'esclavage, parce que comme on le sait, l'Afrique a été victime de 2 traites massives qui ont concerné la façade atlantique et puis la façade orientale. Donc les Africains, sur plusieurs siècles, ont été dispersés, déportés dans différentes régions du monde, extrêmement loin. Et ces gens qu'on avait arrachés par la violence au niveau du continent n'étaient pas simplement des corps, mais c'était aussi des gens produits, des produits de culture extrêmement sophistiqués, extrêmement élaborés, qui avaient élaboré de manière très intéressante des savoirs en termes de navigation fluviale, en termes de construction, en termes de techniques agricoles. Et ces éléments, je pense, ne sont pas encore assez connus. Et c'est vrai que quand on parle encore de l'histoire de l'esclavage aujourd'hui, on se focalise beaucoup pour l'instant sur les conséquences économiques, politiques et sociales qui ont été très importantes. Mais on parle encore assez peu des transferts de technologie de l'Afrique vers le reste du monde. Mais justement, quand tu parles de l'esclavage, qu'est-ce que tu penses de ces afro-descendants, que ce soit des Antilles, des USA et autres, qui veulent faire ce retour aux sources, ce besoin de retour aux sources, de comprendre pourquoi il y a eu cet esclavage, où est-ce que ça nous a amené? Pour toi, c'est quoi tout ce besoin? Pourquoi ce besoin? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait que voilà, les gens se réveillent aujourd'hui pour en parler? J'ai pas nécessairement l'impression que les gens se réveillent maintenant pour en parler. Les liens entre l'Afrique et les Antilles, c'est quand même quelque chose de très ancien. On ne va pas revenir à la relation amicale extrêmement serrée entre un Senghor ou un Césaire, par exemple, à Fanon qui décide d'aller mourir littéralement presque en Algérie, de consacrer en tout cas son combat militant pour l'Algérie. Donc ces liens sont très anciens. Peut-être qu'ils sont médiatisés autrement. En tout cas, ce que moi je vois venant de nos frères de la diaspora, qui me semble beaucoup plus intéressant, c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai l'impression qu'ils ont été enfermés dans une histoire de l'esclavage. Donc pour eux, quand ils se pensaient, l'unique projection était en quelque sorte le middle passage ou la traversée dans les bateaux, ce qui est extrêmement problématique pour la construction de soi. Mais ce dont j'ai l'impression maintenant, le retour à l'Afrique, ça signifie aussi le retour à une histoire beaucoup plus profonde en fait. On n'est pas simplement descendants de gens qui ont été rasiés dans la violence et qui sont arrivés ici dans la violence, mais on est descendants de grandes civilisations, de grandes cultures, qui ont eu des reines, des rois, qui ont créé, qui ont contribué en fait au patrimoine du monde. Et moi, je trouve que ce retour dans ce sens-là me semble quelque chose de très positif et ça va générer des liens beaucoup plus forts dans l'avenir entre l'Afrique et ses différentes diasporas. Très bien. Et pour toi, moi, je pourrais même rebondir, parce que pour nous, en tant que peuple issu des Antilles, parce que bon, j'aime pas le mot antillais, c'est un mot fabriqué, mais ce retour à la source est important pour nous. C'est vraiment parce que on ne peut pas se dire être noir, vivre dans la Caraïbe et ne pas penser à notre histoire, c'est-à-dire comment nous avons été créés, comment nous en sommes arrivés là.
et que très souvent les gens ont tendance à oublier cette partie parce que bon, on sait que aussi l'histoire a été faite par les autres, comment ils ont malmené, comment ils ont travaillé l'esprit, comment ils ont rendu les gens un peu arriérés, où on leur faisait croire que bon, ils étaient des moins que rien, pratiquement comme des meubles, hein. Et le temps que les gens en fait se réapproprient un peu cette histoire en revoyant l'Afrique avec sa puissance, sa force, parce qu'on nous a toujours fait croire que l'Afrique c'est la famine, c'est tout ce qui est négatif en même temps, mais bon, soyons quand même concrets et réfléchis pour se dire que nous avons une identité, et notre identité, quelle qu'il en soit, c'est l'Afrique, la source. Notre mère patrie, c'est l'Afrique, parce qu'il y a une déportation qui s'est effectuée. Et moi, je pense qu'il est important que ces histoires-là puissent se relier et que nous puissions aller vers l'Afrique. Moi, j'aime voyager en Afrique, parce que quand je suis en Afrique, je me sens chez moi. Je ne me dis pas, tiens, c'est beau l'Afrique. Je viens de chez moi. Je viens chez moi et je me sens légitime. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de quoi que ce soit comme papier pour fonctionner chez moi. C'est ma terre, c'est ma racine. Donc, je pense qu'il faut que les Antillais vraiment soient conscients de cette part d'histoire qui sert à nous reconstruire, parce qu'il y a eu tellement de dégâts faits autour de ça que souvent on survole les choses, mais on ne se rend pas compte de la brutalité des choses qu'il y a eu, de la violence. Donc pour moi, c'est important, c'est super important de se sentir africain. Moi, je ne me sens pas caribéen ni antillais, mais je me sens d'abord africain, et après je suis antillais, et après je suis français parce qu'on me l'a imposé. Mais pour moi, la base, même dans mes réflexions, quand je compose ma musique, dans tout ce que je fais, dans mes rythmes, je pense toujours Afrique. Et très souvent, je me dis, pourquoi je suis né caribéen? J'aurais dû être un Africain, point, et ça m'aurait vraiment... en fait, je serais en accord avec moi. Donc, très souvent, je suis à la recherche de cette réconciliation. C'est-à-dire, il y a une espèce de séparation qui s'est effectuée, et moi, j'ai envie d'être moi. Mais malheureusement, l'histoire fait que voilà, les choses ont été faites violemment, sans notre accord, et qu'on nous a dépossédés de tout, et que maintenant il faut se reconstruire. Et ça, c'est pas évident, et je peux comprendre aussi la gêne que ça peut occasionner dans la tête de certaines personnes. Pour eux, c'est douloureux, mais il faut faire face et se reconstruire. Ça, c'est assez important. Mais en même temps, l'Afrique a besoin aussi de s'élever. Et c'est pourquoi le combat est essentiel. Donc il faut que les Antillais, les Africains soient ensemble. Et moi, je fonctionne dans ce sens-là. Ensemble, nous n'y arriverons pas, l'un à part de l'autre, mais ensemble. Il faut qu'on se mette ensemble pour travailler. Parce que c'est important, c'est un travail de cohésion. Les deux se rejoignent, et c'est ce qui crée la bonne formule, la force, qui va déterminer la puissance de l'Afrique. Voilà. Et toi, Maud, justement, ton rapport par rapport avec l'Afrique, quel est-il? J'ai toujours eu un lien particulier avec ce continent. Je dis toujours, j'ai été maraboutée avant d'être née. J'avais ma mère qui travaillait en Casamance quand elle était enceinte de moi, et je pense qu'il a dû se passer quelque chose parce que j'ai toujours été poursuivie, quoi que je fasse, par l'Afrique en fait. Mais quand tu dis poursuivie, c'est-à-dire? Sous différents ordres, en fait, j'ai pratiqué plusieurs domaines artistiques, pour donner, je sais pas moi, des anecdotes complètement du quotidien. Je faisais de la danse classique, on faisait des spectacles, il fallait acheter du maquillage, se maquiller, j'achète un rouge à lèvres, je fais pas attention à ce que j'achète comme rouge à lèvres, je sais pas, je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Je rentre à la maison, je regarde le nom du rouge à lèvres, la couleur, elle s'appelle Afrique. Voilà, et ma vie, c'est ça au quotidien en fait. J'ai toujours été dans des environnements de voyage, de diversité, et j'ai toujours voulu faire cette passerelle entre l'Afrique et l'Occident, que ce soit à travers la danse pour avoir pratiqué le classique mais aussi la danse africaine, que ce soit voilà, de mélanger tout ça, et je trouve que j'ai un peu quelque part ces deux identités parce que je suis blanche mais je suis africaine de cœur. La première fois que j'ai posé mon pied au Mali, je sais pas, j'avais l'impression de retourner chez moi, alors que, enfin, c'est bizarre, hein, mais c'est vraiment une sensation, et ça a toujours été comme ça. Pour moi, c'est quelque chose limite naturel. Ça s'explique pas. C'est quelque chose de profond, et je sais pas, je me sens à l'aise avec ça en fait, malgré toutes les différences culturelles évidemment. Bon, donc pour toi, c'est plutôt une philosophie, un état d'esprit. Oui, et puis quelque part, il y a une joie de vivre que j'ai trouvée dans des villages. Il y a quelque chose que je ne trouve pas ici.
Et c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre dans mes créations. Moi, je suis une amoureuse de la vie et c'est cette joie de vivre que j'ai envie de transmettre à travers ce que je fais, en fait. Que ce soit les bijoux ou autre. C'est bien, c'est bien. Mais tu as oublié justement, par rapport au témoignage de Maud, est-ce que tu as d'autres témoignages similaires? Quelle est la démarche des gens que tu côtoies au jour le jour par rapport à cette thématique de l'héritage culturel africain? Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est peut-être effectivement ce lien entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe, l'Afrique et les Antilles. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui est un philosophe congolais, qui s'appelle Valentin Yemudimbe, qui avait écrit un livre très important qui s'appelait The Invention of Africa, l'invention de l'Afrique, dans lequel il essaie de nous expliquer que l'Afrique était aussi la masse de savoir et de discours constituée par le projet colonial, ce que les anthropologues ont écrit, les missionnaires, les administrateurs coloniaux. Donc, l'Europe a aussi contribué à définir ce qu'est l'Afrique. D'ailleurs, le nom de l'Afrique, c'est un nom qui a été donné par les Européens. Mais quand on traverse la Méditerranée, de l'autre côté, on va aussi s'apercevoir que dans l'histoire de l'Europe, pour se définir elle-même, elle a toujours eu besoin d'une sorte de miroir inverse. Et ce miroir inverse a toujours été l'Afrique, étrangement. C'est-à-dire que pour se définir comme civilisé, il a bien fallu créer un sauvage. Ce sauvage, c'était l'Afrique. Pour se définir comme, je ne sais pas, l'homme blanc étant au sommet de la hiérarchie des races, mais il a bien fallu trouver quelqu'un qu'on mettrait en dessous. Et c'est cette personne qu'on a mis en dessous entre l'humain et l'animal, c'est comme ça qu'il le voyait à l'époque, c'était l'Afrique. Même dans le discours, un discours qui traverse vraiment la production intellectuelle et politique européenne, du philosophe allemand Hegel jusqu'au discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, cette idée que l'Europe est la locomotive de l'histoire humaine, alors que les Africains, évidemment, n'y sont pas encore entrés. Donc il y a toujours ces deux espaces que... En fait, on ne peut pas penser l'Afrique sans penser l'Europe, on ne peut pas penser l'Europe sans penser l'Afrique. Après, dans le cas des Antilles, c'est peut-être un peu différent, parce que d'abord, c'est une histoire d'une violence inouïe. Très violent. Ça commence avec un génocide, génocide des Amérindiens. Ensuite, l'histoire, la barbarie de l'esclavage. Et puis après, c'est... La déconstruction même de l'homme. Exactement, ouais. Et puis après, c'est tout cet effort fait par nos frères des Antilles, pour essayer de construire un dialogue entre ce qui reste des cultures amérindiennes, les apports européens, et puis ce qu'eux ont amené de l'Afrique. Et je pense que dans ce sens-là, c'est vraiment intéressant, parce que c'est pas possible de penser l'Afrique sans l'Europe, et c'est pas possible de penser l'Afrique et l'Europe sans les Antilles. Voilà, moi, c'est comme ça que je... Mais surtout qu'on voit qu'il y a pas mal de coopération, des échanges Afrique-Antilles. Il y a un grand brassage, effectivement. Voilà, parce qu'il y a toujours eu cette volonté d'aller chercher. Donc, le brassage est encore plus fort de nos jours. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on voit, on nous renvoie tout le temps à la misère de l'Afrique. Or, c'est faux, parce qu'on voit très bien comment l'Europe s'est construite. Donc, il y a ce brassage où les Antillais ont besoin d'aller chercher ce qui se passe. Et les Africains aussi viennent. Il y a des coopérations qui se font. Et je pense que ça, c'est essentiel. Mais je me demande, est-ce que l'Afrique avait besoin de l'Europe? Non, c'est l'Europe qui a besoin de l'Afrique. Et l'Europe se nourrit de l'Afrique. Et heureusement que l'Afrique est là pour nourrir l'Europe. Et les gens ont tendance à oublier ça. Mais le jour que l'Afrique se retirera, à mon avis, ça va changer pas mal de choses. Et on verra vraiment les choses comme elles devraient être. Et justement, si on vous pose la question, qui s'inspire de qui? Qu'est-ce que vous répondez? Moi, je dirais que l'Afrique s'est toujours inspirée l'Europe s'est toujours inspirée de l'Afrique. Les Africains n'ont pas voyagé pour aller créer une espèce de barbarie ou de s'imposer dans des autres pays, alors que c'est toujours les autres qui sont venus, qui se sont imposés, parce que l'Afrique avait cette volonté d'accueillir comme une mère qui accueille. Mais les autres n'étaient pas venus pour ça, ils sont venus pour pouvoir prendre des choses, ce dont il leur manquait, et ce qui a permis aussi la construction et de voir la puissance de l'Europe. Mais je dis qu'il est temps que l'Afrique aussi puisse fermer le robinet, mais ça urge, vraiment, ça urge. Parce que l'Europe, ils ont oublié que leurs ressources venaient d'Afrique. Et on a tendance à nous faire croire très souvent que c'est l'Afrique qui doit à l'Europe, alors que c'est l'Europe qui doit à l'Afrique. Donc il est temps de refermer les vannes pour que les choses puissent changer. Mais en même temps, il y a une politique qui doit évoluer. Et c'est pourquoi, en ce moment, je vois qu'il y a
une élévation de l'esprit au niveau des jeunes qui sont moins dans la conciliation qu'avant. C'est-à-dire ils y vont franchement et ils imposent les choses alors qu'avant on était plus dans les dialogues. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose et il faut monter des actes. Et il faut imposer certaines choses parce qu'on ne peut pas avoir des gens qui sont au pouvoir et qui empêchent un pays de s'élever, un peuple de s'élever. Et on voit comment les choses sont très compliquées et on voit comment l'Europe est dans l'opulence. Ce n'est pas possible parce que toutes les richesses se trouvent en Afrique. Comment un pays qui possède toutes les richesses et de voir à côté, vous avez des gens qui sont dans l'opulence, qui n'ont guère et qui n'ont aucun regard positif sur l'Afrique, mais qui se gavent en même temps et sans cette reconnaissance, en nous faisant croire qu'ils aident l'Afrique. Et c'est le mot qui me fait souvent rire quand on me dit que l'Europe aide l'Afrique. J'aimerais bien qu'on inverse les choses. C'est l'Afrique qui aide l'Europe. Il faudrait remettre les choses dans leur contexte. Pour ne pas dire plus, parce que j'en ai tellement à dire, mais voilà, c'est surtout pour remettre un peu les choses en place. D'accord. Et toi, Maud, justement, toi... C'est très juste ce que dit Dominique. Moi, en fait, j'essaye de... Comment dire ? De communiquer justement sur tous ces savoir-faire. Alors moi, c'est principalement textile traditionnel, d'expliquer aux gens dans les expositions le travail que ça a demandé, que ce soit pour faire un fil de coton, un tissage, une teinture. Ça demande énormément de temps et de savoir-faire. Et tout cet aspect-là est un peu en déperdition quelque part, quoi. Et c'est vraiment un patrimoine important. Et les textiles sont véhiculent aussi une parole et une histoire. Et c'est important de pouvoir valoriser ça. Justement, toi, dans ton domaine, est-ce que les gens te trouvent une certaine légitimité? Parce que vu comment tu aimes l'Afrique, quand tu vas, ils te voient, comment ils te perçoivent? Est-ce que pour toi, t'es légitime? Tu connais ton sujet? Est-ce qu'ils te trouvent pas, excuse le terme, mais que tu es la petite européenne qui aime l'Afrique? Je rentre jamais dans aucune case, ce qui me sert et me dessert, mais je m'en fous. Mais j'ai jamais voulu tricher sur mon message. Enfin voilà, j'ai appelé ma marque Toubab parce que pour moi Toubab, ben voilà, j'étais Toubabou quand j'étais au Mali, au Sénégal ou au Burkina. Et quelque part ça représente ma double facette en fait. Et il y a vraiment cette idée-là de lien entre les deux. Mais je veux dire, j'affiche clairement la couleur. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, même dans des expositions, qui sont surpris. Plusieurs fois, j'ai fait des salons professionnels avec une amie marocaine assez foncée de peau. Tous les gens pensaient que c'était elle la créatrice. Mais voilà, ça engendre des quiproquos, des fois. Mais pour toi, c'est un combat de tous les jours. Mais voilà, mais j'ai une clientèle qui change aussi, qui évolue. Il y a 15 ans, parce que ça fait quand même un moment que la marque existe, il y a 15 ans, les gens se demandaient, oui, c'est quoi cette blanche qui travaille les textiles africains, en fait? Et maintenant, en plus, c'est devenu un petit peu à la mode ces dernières années. J'ai une clientèle un peu plus africaine maintenant, un peu plus mélangée encore qu'avant. Le but, ça a toujours été de détourner ces textiles-là de leur code traditionnel, de décontextualiser, pour aussi amener quelque chose de nouveau en faisant des mélanges un peu différents, un peu novateurs. Et voilà, mais c'est des textiles qui ont une symbolique forte, une histoire forte. Et c'est bien aussi de s'intéresser à l'aspect historique des choses et pas seulement à l'aspect esthétique. Et malheureusement, il y a beaucoup de créateurs qui utilisent notamment du wax, etc., pour revendiquer leur culture, mais malheureusement, les 3/4 du temps, c'est avec des pagnes chinois. Et il n'y a rien qui revient à l'Afrique à proprement parler. Et à un moment donné, ça serait bien aussi qu'on se pose des questions un peu autrement sur la provenance des matières, la traçabilité des matières, et ça, c'est très important. C'est primordial. Il y a des textiles, je ne sais pas, en ce moment, il y a un motif qu'on voit partout, le Addis Abeba, qui s'appelle aussi Angelina, etc., qui se veut un textile fédérateur de la diaspora et des cultures africaines, et qui a une histoire. Mais économiquement, ce tissu-là, il n'a jamais rapporté 1 centime à l'Afrique. Il n'a jamais été imprimé par une industrie en Afrique.
Et on voit tous les artistes qui prennent leur identité via ce tissu-là. Alors oui, c'est un tissu, je crois qu'il a été produit, c'est un motif de Vlisco qui a été produit en 63. Il s'appelle Addis Abeba parce que il a été produit lors de l'unité des nations d'Afrique à ce moment-là. Enfin, il y a eu, voilà, donc il est fort en symbolique. C'est pour ça qu'il a cet aspect un peu fédérateur. Mais concrètement, il rapporte rien à l'Afrique, et c'est dommage. Et tous ceux qui utilisent ces tissus-là n'en ont pas forcément conscience, en fait. C'est ça. C'est vrai qu'en ce moment, beaucoup se disent, oui, bon, c'est le wax, donc c'est Afrique. Non, mais le wax, non. C'est un tissu multiculturel. C'est aussi une forme d'appropriation culturelle, en fait. Ça ne fait pas du tout partie des textiles traditionnels. Et c'est dommage, justement, que la plupart du temps, on ne voit que ces tissus-là. Et qu'on ne voit pas des quintés, des bandes, voilà, plein d'autres textiles qui, eux, sont l'expression de la culture même. Alors, on va évoquer la question de la réappropriation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire avec la chanteuse Adèle, qui a publié une photo où elle a fait des bantous, vous savez, les petites nattes sur la tête. Et ça fait une polémique comme quoi, elle n'a pas le droit de s'approprier la culture africaine, faire des tresses. Bah, vous, ça vous évoque quoi? Par exemple, toi, Taboué. Alors, la dynamique même de la création, je pense que c'est s'inspirer d'eux. Il n'y a aucun problème. Par exemple, ce que fait Maud est magnifique. Ses colliers sont tout à fait sont très beaux et ça rend hommage au savoir-faire, au niveau des textiles, au niveau du continent. Et puis elle y amène d'autres choses, des techniques qui sont développées ailleurs. C'est très bien. Après, la question, c'est s'inspirer de minorités ou de communautés qui sont dominées dans des contextes politiques. Là, ça devient quelque chose d'un petit peu différent parce que là, on passe de la question de l'inspiration en fait, à la question de l'appropriation. Donc la question, c'est vraiment dans quel contexte politique. Même dans certains contextes politiques, on peut le faire, mais alors là, la question devient la question de l'accréditation parce qu'il y a une valeur symbolique et économique de ces biens. Alors, autant, parfois on est très à l'aise avec ces questions parce qu'on arrive très facilement à clarifier les choses. Par exemple, on sait que Picasso avait une relation très ambiguë avec ce que le cubisme devait à la sculpture africaine, alors que les éléments sont pourtant là et très forts. Mais il y a des questions sur lesquelles parfois on est moins à l'aise parce que ça rejoue même on va dire les relations qu'il y a de fraternité ou de sororité qu'il y a entre nous. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là, par exemple, de la dernière production de Beyoncé, où elle utilise littéralement la musique, l'afrobeat et toutes les cultures urbaines un petit peu africaines. Et là, je n'ai pas vraiment l'impression que les bénéfices symboliques et économiques reviennent essentiellement à des acteurs culturels africains. Donc il y a s'inspirer d'eux, ce que fait Maud, et je pense que c'est la dynamique de tout acte créatif. Et puis après, il y a l'appropriation, et là, il y a des dimensions beaucoup plus politiques. Et malheureusement, c'est vrai que l'Afrique, en tout cas dans le cas des industries créatives, et c'est pour ça aussi que le MOCA et le travail qui est fait au niveau du MOCA est si important, et l'Afrique est un des grands perdants, en fait, sur ce terrain-là, sur cette question-là. Et je vais rebondir. C'est vrai que l'Afrique est toujours le perdant. C'est pas un grand, c'est toujours le perdant dans l'affaire parce que souvent les gens s'inspirent de ce qui se passe en Afrique parce qu'il y a une diversité pas possible. Mais quel est le retour pour l'Afrique? Et comme le frère disait, quand Adèle fait son choix de représenter un peu son style, dans quelle démarche? Est-ce que la démarche, elle est sincère? Est-ce qu'elle s'inspire vraiment parce qu'elle y croit? Ou est-ce qu'elle fait ça parce qu'elle se dit qu'elle va peut-être toucher aussi une autre communauté? Les gens ne font jamais les choses par hasard. Il y a toujours un aspect derrière et c'est à savoir pourquoi elle le fait. Et avant, comment elle considérait l'Afrique? Moi, c'est tout ça là qui m'interpelle. Et je dis que l'Afrique est le vivier, c'est-à-dire que quand on a besoin de vendre ou de faire des choses, dès qu'on a la couleur qui nous permet d'avoir cette possibilité, cette possibilité, eh ben on se permet de faire parce qu'on se dit qu'on n'aura pas de grandes difficultés. Alors qu'il y a des gens qui font les choses sincèrement. Par exemple, je vois les colliers que Toubab, c'est ça? Babtou présente.
je vois qu'il y a une sincérité dans ce qu'elle fait, parce qu'elle est inspirée, il y a la matière, on voit tout le travail, on voit que c'est quelqu'un qui, quelque part en elle, peut-être que dans une autre vie, elle a été une Africaine. Oui, peut-être, parce qu'on voit bien que tout ce qu'elle fait, on sent la touche tout de suite de l'Afrique, et on ne peut pas dire qu'elle triche. Mais d'autres personnes le font souvent pour la commercialisation. Et là, je me pose beaucoup de questions sur ce genre de format, très souvent. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on s'intéresse pas seulement à l'objet, mais toute l'expérience de l'objet. J'entends par là l'intention qu'on met et les savoir-faire, en fait. Ça fait partie du produit. Et tant qu'on isolera les choses, on occultera une certaine dimension, en fait. Je pense que ce qui est intéressant, justement, c'est de savoir l'intention, en fait, qui a été mise dans les choses qui sont faites, en fait. Bon, c'est bientôt la fin de cette thématique. Si vous aviez un mot à dire, ce serait lequel? Maud. Un mot. Un ou plusieurs, comme tu veux, ce qui t'inspire. Moi, j'aimerais remercier justement cette richesse, cette diversité qui nous permet à tous justement d'exister. Et voilà, j'ai une profonde gratitude pour ça, en fait. C'est comme ça qu'on apprend, c'est grâce à la différence qu'on peut s'enrichir. Donc voilà, c'est tout. Dominique. Moi, je dirais que j'ai un rêve, c'est de voir l'Afrique enfin libre. Et que l'Afrique puisse se prendre en main, déterminer lui-même de ses actions. Et pas que d'autres personnes viennent lui dicter ce qu'il doit faire. Il est temps que l'Afrique se libère parce qu'il y a trop de choses négatives qui concernent l'Afrique et les gens viennent, rentrent, ils prennent et s'en vont. Et ça ne se fait pas dans d'autres pays. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit que les autres viennent de l'extérieur. Ils font le plein et ça repart. Ils s'enrichissent, ça ne tombe jamais dans le pays et ils repartent avec leur richesse. Moi, je me dis qu'il est temps que les Africains se prennent en main et que les gouvernements puissent changer. Il faut rajeunir les gouvernances parce que ce n'est plus possible d'avoir des gens qui sont au pouvoir et qui se permettent de laisser la jeunesse comme ça dans un état de délabrement. C'est pas possible. L'Afrique est le continent le plus riche en matière dans toutes les matières, mais le plus pauvre en matière on le voit, de consommation, de soins et de tout ce qu'on connaît en principe, parce que il n'y a pas de grandes sociétés qui appartiennent à des Africains. Et ça, il est temps que ça change. Donc je dis qu'il est temps que la jeunesse même se réveille, puisse mettre vraiment la pression pour que les choses puissent évoluer. Et là, on sera vraiment dans une autre voie de se dire, enfin, l'Afrique libre. Moi, je rêve de ça. Très bien. Et Taboui? Moi, ce que je dirais que le Covid est le signe de quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus grand qui nous attend, qui est la crise environnementale, qui est en train de nous obliger en fait à repenser le monde et la manière dont on a organisé le monde jusqu'à présent. Et je dis que dans la nouvelle copie qu'il faudra présenter, l'Afrique ne peut pas ne pas avoir un grand rôle à jouer. Pas parce que nous, Africains, ou la diaspora africaine, on serait les meilleurs, pas du tout. Simplement parce que je pense que l'Afrique et ses diasporas sont les gens qui ont expérimenté de la manière la plus radicale la cruauté de ce système. Parce que nous sommes les seuls à avoir été transformés, non pas en commodités, en marchandises. On disait de nos frères aux Antilles qu'ils étaient des biens meubles. Donc je pense qu'ayant vu ça, les Africains et la diaspora africaine sont ceux par qui, je pense, on peut vraiment repenser le monde à nouveau frais et construire quelque chose de nouveau et de meilleur et de beaucoup plus juste pour tout le monde. Pas seulement pour les Africains, mais pour tout le monde. Très bien. En tout cas, je vous remercie tous les trois, Dominique Tolio, Maud Villaret et Taboui Ngoma, pour vos témoignages, vos apports au niveau de cette thématique. Merci encore à l'organisation du MOCA de nous permettre d'être là aujourd'hui. Et on vous dit à très vite les amis. Merci beaucoup. À très bientôt.